Merci beaucoup de votre présence. Merci aussi de votre présence après le déjeuner. On compte sur votre pleine attention. Voilà, donc Arnaud, je vous propose de présenter déjà brièvement, enfin pas trop brièvement d'ailleurs, Téléperformance, parce que c'est une marque, c'est une très belle entreprise, une belle pépite française. On croit vous connaître, mais en fait vous faites plein de choses. Donc déjà une présentation de l'entreprise et puis en se focalisant ensuite sur ce qui nous rassemble. Alors, bon, bonjour à tous déjà. Téléperformance, c'est une entreprise mondiale qui a été créée il y a 40 ans, en 1978, par notre président fondateur. Hein, il est toujours aux manettes du groupe. Nous sommes présents aujourd'hui dans 75 pays. Nous interagissons, alors c'est un grand mot, mais nous interagissons avec 40% de la population mondiale sur différentes prestations du service client, au télémarketing, en passant par des structures de forte valeur ajoutée sur du back-office. Et bien sûr, dans cette panoplie de services, nous avons un certain nombre de connaissances, de savoir-faire autour du digital, de la high-tech. Nous avons des départements qui sont très férus sur ces sujets-là. Téléperformance, c'est de mémoire en 2017 plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes d'ailleurs à ce titre pas très loin du CAC 40, au port du CAC 40. Et voilà. Et nous avons donc parmi notre portefeuille client, nous avons un client stratégique pour nous qui est Groupama. Et c'était important qu'on puisse organiser cette table ronde pour qu'on puisse échanger sur notre expérience, sur l'expérience que nous vivons au quotidien avec les caisses régionales de Groupama, nos personnes ici, enfin nos interlocuteurs directs qui pilotent avec nous les prestations et bien sûr les souscripteurs, les clients finaux Groupama. On vous remercie de votre présence et de nous livrer votre point de vue. Ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on va prendre un petit peu le contre-pied de cette digitalisation à tout crin, intelligence artificialisation, robotisation, chatbotisation. Pourquoi, alors que vous êtes malgré tout très bien équipé en système, en informaticien, enfin tout ce qui va bien, pourquoi vous prenez le contre-pied et vous parlez d'humanisation alors que tout le monde ne parle que de dématérialisation et de digitalisation? Alors, pour la bonne raison, c'est que dans les activités que nous faisons pour notre client Groupama, c'est que nous distribuons des produits d'assurance à forte technicité qui requièrent justement une humanisation. Donc, on parle ici de produits, c'est l'épargne, donc c'est des placements financiers. On parle de la prévoyance. Quand on parle de prévoyance, forcément, on pense à l'obsèque. On parle d'un produit complexe dans sa réalisation, et je regarde Dominique, c'est l'assurance des emprunteurs que l'on distribue depuis l'amendement de la loi Bourquin. Alors ça, voilà, il y a un réel besoin d'avoir un service humain, d'avoir des femmes et des hommes nos conseillers, des vrais, tout à fait, qui sont là pour rassurer le client, pour le mettre en confiance et surtout pour s'assurer que le produit que l'on propose est bien adapté aux besoins du client. Voilà. Alors, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect de confiance, d'interaction, mais également l'humanisation est primordiale parce que, au regard des enjeux et des évolutions de la législation. On a tous vécu très récemment la mise en œuvre de la réglementation sur les données personnelles. La DDA, comme nous le savons tous, rentre en vigueur le 1er octobre. Et dans les 5 axes majeurs de cette directive, il y en a un qui est fondamental, c'est le renforcement sur le devoir de conseil. Et ce renforcement sur le devoir de conseil, de par la technicité des produits, il faut l'humaniser. Enfin, il faut que ça soit fait par des hommes et des femmes experts, bien sûr, sur ces produits-là. Ce qui est rassurant, c'est une question aussi de temporalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, les humains sont encore très supérieurs aux machines sur les problématiques complexes. La même table ronde dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être différent. Ou pas, si ça continue à se compliquer. Ou pas, mais encore une fois, quand vous avez un souscripteur qui a un compte épargne en fonds euros de 5, 10, 15, 20 000, je ne suis pas convaincu, personnellement, qu'il puisse
confier le choix de l'arbitrage de son support vers en unité de compte par exemple, à un chatbot. Ça me paraît difficilement concevable. Et justement, le point de vue, sans rentrer dans les détails, mais le point de vue des souscripteurs confirme votre approche. C'est plus qu'un sentiment quand même. Ah, c'est plus qu'un sentiment, parce que bon, moi quand je vais sur les plateaux sur le site de Bordeaux, je fais quand même des écoutes, et dans les écoutes que je peux faire... c'est vous. Oui, vous prévient au téléphone, en fait, votre conversation sera peut-être, en fait, c'est Arnaud qui écoute. Non, mais dans ma position de directeur de compte, au même titre que ma position de directeur général de TPI, j'ai besoin de m'imprégner de ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai besoin de comprendre, justement, et d'avoir une très bonne compréhension de l'expérience client, du retour des clients. Et quand on parle d'arbitrage, mais même sur des montants, je dirais, de 2000 €. Et en plus, on est très souvent confronté à une population âgée, enfin âgée entre guillemets, hein, mais sur les contrats Fourgousse, le souscripteur est content et apprécie que cette discussion se fasse avec un conseiller ou une conseillère commerciale. Nicolas ? Oui, en complément de ce qu'il dit Arnaud, la technologie va pouvoir apporter finalement pas mal de solutions à de la technicité, mais ce qui ne sera pas remplacé, c'est l'empathie. Et effectivement, ce qui est développé là, c'est bien cela, c'est que dans l'interaction entre êtres humains, finalement, dans ces produits-là bien spécifiques, l'empathie et l'approche du téléconseiller est essentielle. Ouais, c'est le service de proximité, bien sûr à distance, parce qu'on est au téléphone, mais c'est un vrai service de proximité. Alors Stéphane, on vous remercie de votre présence. Groupama vient en force pour témoigner de sa satisfaction du partenariat. Déjà un tout petit préambule sur votre groupe, votre entreprise, avant de rentrer sur le lien et le projet. Exactement. Donc, ce qui était important, c'est de vous rappeler qui est Groupama, ses chiffres en 2017, son ADN et ses valeurs. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est que Groupama, c'est 3 marques, Groupama, Gann et Amagis pour ses différents sociétaires. C'est un groupe qui est une assurance mutualiste. Ça, c'est un élément fort qu'on vient d'officialiser encore plus et de renforcer encore plus en 2018. C'est 12,5 millions de sociétaires et clients. C'est 13,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est le 9e assureur généraliste en France. Voilà. Et un résultat net de 292 millions d'euros. Premier assureur agricole, premier assureur de collectivités locales, donc ça c'est des points, c'est nos forces. En santé individuelle aussi. Deuxième assureur en habitation, garantie accident de la vie et protection juridique. Et enfin, 4e assureur en automobile. Groupama est présent principalement en France, mais aussi dans 10 pays à l'international, principalement en Europe et avec des points de relais en Chine et en Turquie. Ça, c'est le contexte général. L'origine de Groupama, c'est bien sûr ce qui fait son identité, c'est le milieu agricole. Et ses racines territoriales, c'est ce qui lui permet de l'ancrer dans la réalité concrète de ses clients. Donc on est une proximité très très proche de ses clients. On est, aujourd'hui, notre logo, hein, c'est l'église, c'est le clocher et Groupama. Donc c'est notre force. Et ce maillage-là, c'est notre ADN, notre valeur. Donc c'est cette proximité, cette solidarité vis-à-vis de nos sociétaires et nos clients, et tout en alliant la performance et la satisfaction du client. Alors c'est peut-être pas un hasard si vous parlez justement de mettre l'humain au centre, d'humaniser, et vous êtes sensible finalement à cette philosophie. Exactement, l'humain est là, les agents, nous avons 3000 agences en France qui sont déployées, on a 3600 élus qui sont aussi dans toute la France, qui ont tout ce maillage-là, et donc l'humain pour nous c'est essentiel. Mais à côté de ça, on est capable de mener des partenariats avec des gros acteurs du marché, et le dernier en 2017 avec Orange, avec qui on a développé Orange Bank, qui est une banque 100% digitale, qui va s'appuyer finalement sur notre réseau local. Et donc ça, c'est un point qui montre aussi qu'à la fois, il y a le côté humain qui est important, mais à la fois, on se développe fortement, comme tous les autres assureurs, sur le domaine du digital.
On veut être un assureur connecté, intégré à nos sociétaires, pardon. On veut leur apporter des solutions, être prévenant et au final diminuer ces risques de sinistres qu'on pourrait rencontrer finalement voilà, dans la vie d'un sociétaire. Donc le fait d'être présent vis-à-vis de nos clients, c'est important. C'est le côté digital sur lequel on se développe fortement avec l'informatique chez nous, et aussi dans nos processus internes. On digitalise complètement nos processus internes. Et donc là, on va automatiser toutes ces prestations qui sont sans valeur ajoutée. On va avoir la vision 360 du client. On va créer une plateforme d'objets connectés qui va être liée à notre SI, enfin notre système d'information client. Donc voilà, on est vraiment dans cette évolution complète. Et donc chez Groupama, on est vraiment, les deux cohabitent. Nous avons vraiment cette digitalisation qui est forte, à la fois, alors quand on parle d'objets connectés, c'est à la fois la téléassistance vis-à-vis de nos adhérents un petit peu âgés, à domicile. Nous avons les objets connectés QMI pour tous nos agriculteurs, avec de la prévention, avec des sondes qui permettent de déceler des risques d'inondation, d'incendie dans différents entrepôts, etc. Et voilà. Et les Groupama on board, bien entendu, tout ce qui est objet embarqué dans les véhicules. Donc voilà, donc tout ça, ça va communiquer ensemble et pour toucher tous nos clients. Et tout ça, tout ce qu'on met en place, avec la première partie où je vous ai expliqué notre ancrage, l'humain et le sociétaire est au cœur de toutes nos activités. Alors, quelques mots sur le partenariat, le projet avec Téléperformance et l'historique, quelque part, de votre démarche. Alors, en fait, notre toute première collaboration a été initiée sur vraiment une plateforme de débordement. On avait une suractivité des clients, il y avait trop d'appels clients et on ne savait pas les capter. Et donc, on a voulu tout de suite avoir une plateforme de débordement en solution de dépannage. Donc, c'était des appels entrants. Donc là-dessus, bon, j'ai cherché différents opérateurs avec la direction des achats et le métier. Et on a fait un appel d'offres, on a trouvé plusieurs partenaires et on a choisi Téléperformance. Mais dès le début, j'ai été sollicité par plein d'entités du groupe qui avaient des besoins de développer. On sentait que ça frémissait chez Groupama. C'est pas trop présent, la délégation à extérieur avec un partenaire. On faisait tout en interne. C'était des choses qui n'étaient pas vraiment très, très développées. Et il y avait quand même un frémissement puisque je voyais les demandes arriver de plusieurs clients différents, divers et variés dans mon entité, dans mon groupe. Et donc, la direction des achats a décidé de centraliser finalement toutes ces demandes et donc essayer de capter et de développer, apporter une solution contractuelle, des solutions d'optimisation, de reporting, de suivi finalement de ce partenaire pour nous apporter toutes les solutions et tous les points de réussite qu'on peut attendre dans ce type de dispositif, surtout quand on délègue une prestation. Voilà. C'est cette demande, je dirais, ce frémissement fait que vous avez externalisé. Alors, c'est ce frémissement qui a fait que on avait un besoin urgent, donc un débordement. Donc il a fallu qu'on trouve une solution. Et la seule solution qu'on avait, c'est utiliser une société extérieure. La deuxième opération, c'est un besoin aussi d'une entité interne qui avait un besoin urgent, mais pas possibilité d'externaliser chez lui. Et donc absolument une nécessité que cette prestation soit faite en interne. C'est pas quelque chose de conseillé, mais c'était un besoin urgent de dépannage. Et donc, moi, après, une fois qu'on a dépanné cette situation, j'ai accompagné le client pour lui dire en interne, c'est pas possible. On le fait en externe, on externalise et je vais te montrer avec le fournisseur. Et donc, c'est un vrai pari avec Téléperformance. C'est-à-dire que je me suis engagé, moi, côté direction des achats, en disant je fais intervenir un nouvel opérateur. Je m'engage à ce que ça se passe bien. Et donc, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je suis mes entités pour m'assurer que tout se passe bien. S'il y a la moindre alerte, j'interviens en copil National Group. Et donc, je m'assure et je challenge régulièrement, et encore régulièrement, les équipes de Téléperformance pour m'assurer qu'on arrive bien aux résultats souhaités et évoqués par Téléperformance. C'était pas forcément naturel au départ. Et la confiance est venue. Téléperformance a su monter en compétences, avait une certaine connaissance, une expertise, a su partager ses compétences avec nous et nos équipes. Et ce qui fait que sur certains produits, et je pense que le métier le décrira par la suite, des nouveaux produits, on est monté ensemble. Et finalement, à deux, on était plus fort et on a pu se challenger, se benchmarker entre nous. Et c'est ce qui donne aujourd'hui cette réussite et ce développement qu'on fait avec Téléperformance. Après, j'ai pas
pas d'exclusivité aujourd'hui avec Téléperformance, c'est ce que je dis aussi à chaque fois. Même sur certains projets, je le mets en concurrence avec d'autres extérieurs, parce que pour moi c'est important et juste m'assurer qu'il est aussi sur ces derniers, au goût du jour de ce qui se fait dans le marché. Et voilà, et aujourd'hui ça se passe bien et donc on continue. Arnaud, quelques mots sur justement ce dispositif, pour peut-être le quantifier, le qualifier. Oui. Alors le dispositif que nous avons donc pour Groupama, tout se passe sur notre site de Bordeaux. Nous avons entre 50 et 70 collaboratrices et collaborateurs. Alors je donne 50-70 parce que notre métier c'est d'être agile et flexible. Donc par rapport à différentes quantités de volume de campagne, nous pouvons ajuster les ressources, le nombre de ressources derrière. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces ressources, toutes ces femmes et ces hommes ont été formés, bien sûr, au métier de l'assurance, aux produits et à la technique de ces produits, mais elles ont toutes reçu également la formation en intermédiaire d'assurance, qui est l'IOA capacité niveau 3. Ces équipes sont bien sûr encadrées par des managers, et à la tête de ces managers, c'est Laurie. Et elles ont, bien sûr, ces équipes de managers sont également certifiées, pour le coup, IOA capacité niveau 1. Ces certifications, ces formations, ces certifications nous sont dispensés par notre filiale de formation qui est Téléperformance Academy, que je salue au passage. Et aujourd'hui, ce dispositif grandit avec, bien sûr, notre partenaire Groupama au fur et à mesure que nous avons l'opportunité de démarrer de nouveaux projets. Alors, je vais donner juste 2 chiffres pour être très précis, notamment sur l'arbitrage. En 2017, nous avons généré 117 millions d'UC, 117 millions d'euros d'UC, et nous en avons transformé 53 directement avec notre plateforme. Le reste, bien sûr, a été réalisé en agence, d'où la forte proximité que nous avons, nous, avec le réseau Groupama et les agents généraux GAN dans cette transformation. Merci. C'est une première, c'est quelque chose d'expérimental ou que vous avez dans le domaine de l'assurance? Je veux dire que c'est assez une première, oui, puisque sur nos autres activités, nos autres clients, nous sommes plus sur une activité ou sur des activités purement de télévente. Mais sur la partie technicité, oui, c'est une première, je dois dire. Nicolas, on va parler du contexte un peu plus précisément de ce projet. Effectivement, si on revient sur la genèse finalement de ce partenariat, le point de départ, comme beaucoup d'autres de nos confrères assureurs, c'était la réflexion sur l'augmentation du digital. C'était vraiment le contexte. Et on l'a fait dans une approche d'identification des cas d'usage client. On est vraiment parti de l'usage client, considérant finalement que développer des espaces comme tout le monde a, c'est le minimum des espaces clients, mais sans apport de valeur ajoutée pour le client final et sans trafic sur cet espace client n'avait aucun intérêt. Donc le point de départ, c'est bien de se dire, identifions pour ces métiers complexes que sont la prévoyance et l'épargne, un cas d'usage pour que le client final, finalement, retrouve une valeur ajoutée à ce service-là. Donc on a lancé, une fois identifié des cas d'usage par métier, lancé le développement finalement de ces approches totalement digitalisées, avec comme point de départ et comme enjeu une simplification de cette expérience client de bout en bout, un développement de son autonomie et donc de son self-care par rapport à son besoin. Aussi en corollaire de cela, bien entendu, l'ensemble de la numérisation de cette chaîne de valeur, hein, qui est indispensable aussi. Et puis le dernier enjeu également, est essentiel dans le contexte décrit par Stéphane, c'est dans une logique de cross-canal, puisque effectivement le client, certes, ce service digital doit lui apporter de la valeur, mais il est dans un écosystème plus large avec finalement l'agence sur le terrain, son commercial et potentiellement aussi les plateformes à distance. Donc c'est ce qui nous a vraiment guidés, c'est de faire en sorte d'avoir des services digitaux qui apportent la juste valeur ajoutée et qui s'inscrit dans un écosystème général pour le client.
Pour illustrer ça, peut-être je vais donner la parole à Sébastien. Merci. Alors, sur le périmètre Côté de l'épargne... épargne. Oui, exactement. Sur le périmètre de l'épargne, pardon. En fait, le point de départ, ça a surtout été une problématique business. Donc, ça remonte à 2015, tu l'évoquais, Nicolas. On a préféré anticiper et constater que finalement, il y avait une vague, ce qu'on appelle dans le jargon du recyclage. Donc, en fait, ce sont des unités de compte temporaires qui arrivent à terme. Et en fait, ça nécessite un process industriel et d'accompagnement des réseaux. Parce que la masse est tellement importante de traitement qu'on ne pouvait pas laisser les réseaux physiques seuls et démunis face à une vague aussi importante. Et donc, face à cette problématique, la logique a été de lancer une expérimentation. On s'y est pris un petit peu en avance et l'expérimentation reposait donc sur deux jambes. La première, on l'évoquait, hein, c'était la plateforme de débordement. Celle-ci était d'abord basée dans les murs de l'assureur, de Groupama Gain-Vie, pour pouvoir être au plus proche des réactions des clients, s'adapter le plus rapidement possible aux problématiques auxquelles on pourrait faire face. Et le deuxième, c'était de tenter justement un peu de self-care, tu l'évoquais. Donc le self-care, l'objectif était de proposer une plateforme finalement assez simpliste sur laquelle en fait le conseil serait un peu figé et le client irait de lui-même faire l'opération sans aucune intervention humaine à aucun stade, évidemment. On pourrait, avec le recul, qualifier ça d'échec. C'est sûr que les chiffres n'étaient pas mirobolants, mais en fait, on a préféré le voir autrement. Ça a été une confirmation de l'ADN des clients et de la relation qui a été instaurée sur le long terme entre le client et son conseiller. Et puisque ce qu'on a pu voir, ce qui était important, c'était la complémentarité entre le self-care et la plateforme téléphonique. Et c'est là que nos premiers résultats ont été finalement très bons, jusqu'à ce que tu évoquais, Arnaud, hein, les 117 millions de l'année dernière. Donc finalement, c'est toujours cette logique de pilote qui nous a conforté dans cette approche du mix digital humain. Voilà. Laurie, si on parlait un peu plus alors peut-être en se focalisant sur la partie épargne, un peu plus de détails de ces expériences et puis de la manière dont ça se passe avec vos équipes. Oui, bonjour à tous. Alors sur la partie épargne, j'ai une vingtaine de collaborateurs qui sont positionnés. Et effectivement, par rapport à ce que disait Sébastien, on a de suite, alors au démarrage, on était en délégation donc dans les locaux de Groupama. Ça a permis de s'imprégner de l'ADN, de la complexité aussi du produit, et ça nous a permis vraiment d'enrichir nos connaissances sur la partie unité de compte et de correctement former nos collaborateurs. Et puis on s'est vite rendu compte qu'on avait un besoin de revenir sur nos centres, et donc notamment sur le centre de Bordeaux, pour justement optimiser à la fois la productivité, puisque nous en interne nous avons des outils et donc un CRM qui nous permet justement d'optimiser la productivité et l'exploitation en fait des fichiers qui sont livrés par nos clients, et puis également la partie quantitative avec un taux d'accord qui a fortement augmenté lorsque nous sommes revenus dans nos locaux, tout simplement parce que nous avons des process de management sur le terrain qui permettent d'avoir nos managers 80% du temps en coaching avec nos collaborateurs, et puis également d'avoir cette possibilité d'animer des ateliers de formation quand on en ressent le besoin, ou quand on a un point qui est relevé sur des écoutes par nos clients, peut-être en écart ou en tout cas pas assez approfondi. Et donc je rejoins ce que disait Arnaud, où nous avons Téléperformance Academy qui nous permet justement de déployer ces ateliers et d'être réactifs sur ce point-là.
En ce qui concerne donc la concrétisation qu'on peut réaliser sur la partie épargne et les taux de vente que nous avons obtenus l'année dernière, j'ai envie de parler de complémentarité aussi avec les réseaux, puisque mes collaborateurs ont cette possibilité de s'adapter avec le client. On peut réaliser un accord, en fait, ce qu'on appelle une vente en direct, donc une transformation directe avec le client, notamment donc sur les campagnes de recyclage. Mais également, on a cette possibilité qu'on donne aux clients Groupama de finaliser en agence. Puisqu'on a, je reprends un petit peu les termes, mais on a vraiment, on le ressent, les clients Groupama sont très attachés au réseau, certains à leurs conseillers en agence, à un conseiller spécifique. Et donc, il y a vraiment cette volonté de terminer un accord en agence. Donc, ça permet d'avoir cette complémentarité entre la plateforme et les réseaux. Et puis également, on communique beaucoup avec nos clients sur le refus aussi. Si on a un client qui refuse parce qu'il veut vraiment le faire en agence, à ce moment-là, on est en capacité avec nos outils d'extraire ces fichiers et justement d'apporter ces opportunités au réseau pour derrière que le réseau Groupama concrétise l'accord. Nicolas, moi j'avais une question, mais peut-être vous allez pouvoir répondre. Il y a une implication économique aussi dans tout ça, il y a une équation économique. Exactement, il y a l'équation économique par rapport à la variabilité du coût sur ces démarches de test, puisque quand on a démarré, on avait projeté un résultat, mais on ne savait pas précisément lequel. Donc effectivement, il y a cette approche-là. Ce que je voulais simplement ajouter au propos de Loïc, c'est que ce qui est essentiel, et je pense valable partout, c'est qu'il fallait aussi convaincre le commercial terrain, puisque finalement, on travaille sur le même portefeuille client et le même client, et qu'il y a toujours cet attachement à cette propriété du client, qui est propriétaire du client, et que dans cette approche de test and learn, et on a démarré petit et aujourd'hui on a embarqué finalement l'ensemble des réseaux du groupe, c'était de se dire, démontrons finalement que tout ce que l'on mène là apporte de la valeur pour le commercial, pour le client, pardon, premier chef bien sûr, pour le commercial aussi, et que finalement il n'y avait pas de cannibalisation finalement dans les approches, et que ce qui était essentiel aussi, c'est que dans les cas d'usage que je citais tout à l'heure, c'était bien de segmenter ces cas d'usage par rapport à la valeur apportée, et qu'aujourd'hui on croit fortement à la présence sur le terrain, et que cette présence sur le terrain doit apporter toute la valeur du conseil. Pour autant, il y a toute une partie du business qui peuvent se traiter soit à distance avec les plateformes, soit en complément avec les outils digitaux. Et ça, c'est un point majeur dans ce qui nous a guidés dans le partenariat ensemble. C'est un peu comme des vases communicants, finalement. Vous avez trois axes, trois canaux. Dominique, sur la partie prévoyance et emprunteur, votre point de vue sur une autre expérience, finalement, parce qu'un métier différent. Oui, bonjour à tous. Sur la partie prévoyance, on a regardé deux choses. La première, c'est ce qu'ont fait nos camarades de l'épargne. Donc on les a un peu laissés essuyer les plâtres en se disant allez-y, testez votre self-care. Si ça fonctionne, on viendra. Donc on s'est appuyé beaucoup sur les résultats de leurs tests et de leurs pilotes de self-care pour se dire c'est bien, on a besoin de ces outils-là pour embarquer nos clients, pour valider des contrats, pour faire signer les clients en signature électronique, mais pas que. On est sur la prévoyance, on est sur un produit qui est complexe, qui est parfois anxiogène, parce qu'on parle de décès, et qui nécessite forcément l'empathie dont on parlait Nicolas tout à l'heure, et cette petite voix qui sera soit physique dans le bureau du commercial, soit pour des raisons économiques, puisque aujourd'hui, demander à un commercial de prendre sa voiture pour faire 50 km pour aller revaloriser un contrat d'obsèques, ça aucun intérêt économique, donc soit la petite voix douce de nos téléconseillers de téléperformance pour revaloriser ces contrats. Donc nous, vraiment, notre approche, elle a été économique, mais on a surtout essayé d'apporter le conseil et la réponse que les clients attendaient, c'est-à-dire un accompagnement et une empathie sur des sujets qui sont parfois délicats à aborder seul face à son ordinateur. Ça, c'est plutôt sur une partie purement prévoyance. Sur la partie emprunteur, on a plutôt eu affaire à des problématiques techniques. On a des produits qui sont compliqués. On a, depuis l'amendement Bourquin, la problématique de l'équivalence de garantie, où le client, il a signé un prêt et il doit retrouver un assureur moins cher
que son banquier, ce qu'on arrive à faire plutôt bien, mais qui lui offre exactement les mêmes garanties, sinon le contrat sera refusé. Et donc là, on a des clients qui ne sont pas experts, et on a besoin d'experts qui accompagnent les clients. Donc c'est vraiment une problématique d'accompagnement, et on pense aujourd'hui que cet accompagnement, il ne peut pas être fait par un robot ou par un chatbot, parce que la complexité du produit fait qu'on a encore besoin de l'humain. Et Sébastien, vous avez repiqué quelques bonnes idées sur Dominique, j'espère. Bien sûr, évidemment. C'est très intéressant parce que finalement, ce qui meut aussi la relation entre le téléconseiller et le client Groupama sur la prévoyance emprunteur va être la même chose sur l'épargne, dans le sens où on touche à un sujet extrêmement sensible qui est l'épargne. Arnaud, tu l'évoquais. Qu'on puisse, c'est dans une situation où de gain, parfois non, il faut pouvoir y faire face. Il faut pouvoir être extrêmement pédagogue avec finalement une population qui est peu sensible aux risques financiers. Donc il y a énormément d'écoute et une capacité à délivrer un conseil qui, somme toute, devra être personnalisé. Donc évidemment, c'est difficile d'imaginer un conseil personnalisé sur une plateforme industrielle, etc. Mais pour autant, ça découlera de toute une étape qui prendra en compte l'empathie, qui prendra en compte l'écoute et qui devra aboutir quelque part à une ouverture, c'est-à-dire être capable de dire c'est pas mon affaire, c'est pas mon client, c'est surtout, avant tout, l'orienter vers la bonne solution. Si on ouvre vers le réseau, on fera plus d'affaires. C'est parfait. Et en fait, il faut être capable d'amener cette pédagogie et cette ouverture à toutes les étapes de l'échange. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement pertinent, extrêmement bien amené dans la construction, dans le temps de ces démarches avec Téléperformance. Laurie, vous qui avez donc été transversale sur ces deux métiers, par rapport à l'expérience avec Dominique sur son entité, est-ce qu'il y a des spécificités, des choses particulières ? Qu'est-ce que vous tirez comme expérience, finalement, si vous faites un comparatif entre les deux métiers ? Oui, alors chacune effectivement des opérations a ses spécificités et sont différentes, mais je rejoins ce que disait Sébastien sur le fait qu'on a effectivement des attitudes à tenir, une structure d'appel à respecter, avec également une personnalisation de l'appel qui est très importante en fonction du client, puisqu'on ne va pas parler à un client d'une caisse régionale Bretagne de la même manière qu'on va parler à une caisse régionale Atlantique, et pareil sur, par exemple, le réseau GAN Assurance. Donc on doit s'adapter à chacun des clients, mais également on doit s'adapter effectivement aux produits qu'on propose. Et je rebondis donc sur la partie emprunteur. Donc sur la partie emprunteur, vraiment la spécificité, c'est qu'on est totalement dans une complémentarité entre le digital, la plateforme et également le réseau, puisqu'on va réaliser une tarification et un devoir de conseil qu'on apporte à notre client par rapport à ce que disait Dominique sur une équivalence de garantie qu'on doit respecter par rapport au contrat que le client a pris avec sa banque. Mais également, on doit derrière accompagner ce client sur son parcours de signature électronique. On est sur un premier appel où effectivement il y a une tarification, mais derrière, le client qui est censé finaliser seul sa signature électronique est relancé par la plateforme plusieurs fois pour l'accompagner, parce qu'il a besoin d'être assuré, il a besoin simplement d'accompagnement informatique par rapport à la technicité du produit, mais également qu'on puisse le réassurer sur le fait qu'on soit bien en équivalence de garantie, le fait qu'on va bien l'assurer rapidement parce qu'il est dans le cadre de la loi Hamon, ou qu'on va être dans les délais parce qu'on est dans le cadre de l'amendement Bourquin. Donc il y a toute cette spécificité du produit qui fait que on n'est pas sur les mêmes problématiques et le même argumentaire côté emprunteur que côté épargne, mais on a toujours ce devoir de conseil et cet argumentaire à tenir. Nicolas, une vision transversale aussi. Oui, ce que tu disais, Laurie, est essentiel par rapport à l'approche personnalisée, par rapport
par rapport à l'intégration finalement du conseiller physique dans cette relation. Et effectivement, comme le client, de toute façon, il fera ce qu'il veut au final et il ira voir son conseiller habituel. Ce qui était aussi pour nous, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'importance de les convaincre, et aussi pour les convaincre au-delà des résultats, on les avait fait venir aussi. Et c'est aussi c'est assez simple, je dirais, mais c'est un bon retour d'expérience pour les convaincre au-delà du résultat économique, entre guillemets, les faire venir, les faire écouter, les faire rencontrer, les plateformes. Ça a été aussi pour nous un moyen d'identifier des ambassadeurs et de décliner la démarche finalement partout dans l'ensemble des réseaux du groupe. Une question, ça peut être n'importe lequel d'entre vous, c'est qu'est-ce qui fait qu'un téléconseiller est bon ? C'est quoi les clés finalement pour c'est de l'empathie, c'est de la compétence, la question s'adresse à vous. En tout cas, pour nous, côté Groupama, en fait, on est effectivement avec un partenaire qui est spécialiste de la vente à distance, mais notre approche première était dans une approche de conseil et pas dans une approche de vente. Donc effectivement, on n'a jamais été dans une démarche d'objectivation forte de téléperformance sur les résultats à la vente. Parce que sinon, justement, vis-à-vis du client, vis-à-vis de cette relation à la marque Groupama, on pouvait l'abîmer. Donc pour nous, un bon conseiller, c'est effectivement quelqu'un qui respecte le devoir de conseil, puisqu'on est quand même soumis à une réglementation assez forte, et c'est majeur. Un bon conseiller, c'est effectivement celui qui véhicule l'image de la marque avec cette empathie, et qu'effectivement, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, mais aussi qui arrive finalement à aller jusqu'au bout de son conseil et soit effectivement apporter un acte d'arbitrage pour la partie épargne, soit de la revalorisation de contrat. C'est bien le triptyque de ces éléments-là et dans cet ordre-là. Arnaud, Laurie, c'est long d'aboutir à ce niveau de compétence, de qualité. C'est facile, c'est difficile à Bordeaux. C'est facile. Non, je dirais que pour moi, ce que j'attends de mes collaborateurs sur le terrain, c'est qu'en fin d'appel, le client ait toujours une bonne image de la marque, qu'il soit satisfait de l'appel, que derrière, on n'hésite pas, bien sûr, le but, c'est aussi de valoriser le réseau et de rassurer le client en disant, voilà, on a réalisé un arbitrage ou on a réalisé une souscription, une signature électronique, mais n'hésitez pas à aller voir votre conseiller si vous avez besoin d'être rassuré et d'en parler avec lui. Le principe, c'est vraiment qu'on soit en complémentarité et que le collaborateur respecte effectivement. Donc là, je rejoins ce que disait Nicolas sur tout ce qui va être effectivement l'empathie, mais aussi les mises en situation qui sont très importantes. Je prends l'exemple sur l'arbitrage. Quand on présente à un client un bouquet d'allocations avec 5 unités de compte, avec des actions, des obligations, un client qui a une soixantaine d'années, qui n'est pas forcément aguerri sur la partie épargne, arbitrage, il faut qu'on mette en place des mises en situation, qu'on image, qu'on illustre avec des métaphores, voilà. Et ça, c'est super important et c'est ce qu'on attend, voilà, d'avoir une bonne découverte des besoins et derrière de faire des bonnes mises en situation pour que le client, une fois que l'appel est terminé, ce soit bien clair, voilà, que l'arbitrage soit passé. Vous êtes en phase ? Oui, totalement en phase. Et j'ajouterais que c'est aussi une capacité à nous challenger. C'est-à-dire que les professionnels de la relation au téléphone, ça peut pas être nous. Donc, nous, on va apporter de la matière première pour former, pour donner toutes les clés, mais pour autant, on sera jamais au niveau, nous, en tant qu'assureurs plutôt réseau physique, dans la finesse du dialogue, du script, etc. Donc c'est beaucoup de challenge aussi dans les deux sens. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne in fine, et qu'un pilote devient un process industriel, devient 50 à 70 collaborateurs. Laurie ou Nathanaël, juste, oui, moi, pardon. je voudrais rajouter un point. Moi, dans mon périmètre, j'ai la chance d'avoir deux casquettes. Une casquette où je pilote les activités de vente à distance et une casquette où je suis en relation avec les caisses régionales. Et je voulais vous donner un exemple précis de ce qui est peut-être pas un bon téléconseiller, mais en tout cas un mauvais. J'ai des caisses régionales sur lesquelles on a des résultats exceptionnels en termes de taux de transformation et sur lesquelles on a eu 2-3 réclamations. Quand on va voir cette caisse-là, l'opération est un échec. Et j'ai des caisses où on a des taux de vente qui sont moyens, mais une qualité qui a été irréprochable sans aucune réclamation. Et quand on leur pose la question, pour eux, l'opération est un pur succès. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour moi, un bon téléconseiller, c'est un téléconseiller qui vend bien. Et dans bien, j'entends quantité,
mais j'entends surtout qualité. Et je pense que pour la marque Groupama, c'est très important, presque plus important, cette qualité vis-à-vis des sociétaires que la quantité. Oui, parce qu'il y a un vrai patrimoine à soigner, hein, quelque part, et à valoriser. Arnaud ? Oui, je voulais juste rajouter sur la partie qualité, ce qui est important pour et on le voit, pour nos conseillers, ils sont bien sûr objectivés sur des indicateurs quantitatifs, mais fortement orientés qualité, et ça permet également de fidéliser, nous, nos conseillers, parce qu'ils ne sont pas dans une dynamique pure et méchante de la télévente qu'on peut avoir malheureusement sur certaines de plateformes. Là, c'est vraiment du métier, ce sont des conseillers commerciaux en assurance, et avec un fort attachement, à la marque Groupama ou à Groupama. Donc oui, ils sont salariés, ils sont chez nous dans nos effectifs Téléperformance, mais il y a une forte appétence pour travailler pour Groupama. Est-ce qu'ils sont obligés de contracter et d'acheter des produits Groupama pour être labellisés? Non, on n'oblige personne, mais non. Après, ce qui est important aussi, juste à rappeler, c'est que c'est une vraie collaboration qui s'est créée. On a accompagné Téléperformance à monter en compétence sur ce sujet, et lui nous a apporté aussi à nos équipes le fait de monter le retour et aider nos entités internes qui vendent aussi ce produit-là à pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc régulièrement, nos équipes vont chez Téléperformance, et inversement, Téléperformance va aussi dans le centre. Complémentarité et présentielle. Laurie ou Arnaud, quelles sont les prochaines, si on parle un peu du présent-futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer là dévoilez-nous quelque chose dans les prochains mois. Alors là, on a un projet de recouvrement sur la partie santé, donc totalement autre chose où on lance la semaine prochaine. Donc c'est un projet. Un vrai scoop. Oui. Et on a également lancé la semaine dernière, on a relancé, c'est des opérations ponctuelles qu'on réalise sur la partie épargne avec de la prise de rendez-vous. Donc là, on n'est pas sur de la concrétisation en un temps ou en 2 temps, mais on est sur la prise de rendez-vous pour les agents, où on positionne des rendez-vous directement dans les agendas des agents pour des rendez-vous dans le cadre du programme retraite. On contacte en fait des clients qui sont pas loin d'être à la retraite, et donc ça, c'est effectivement une opération ponctuelle qu'on a redémarrée la semaine dernière. Dominique. Oui, dans les choses à venir pour le futur, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive tout en gardant l'humain au cœur de notre relation et au cœur de nos préoccupations, c'est qu'on soit encore plus intégré dans un microcosme digital. Aujourd'hui, on a des interactions avec nos clients qui sont par email, qui sont par téléphone, qui sont par conseiller, par SMS. Il nous manque encore quelques petits éléments, par exemple un chatbot pour accompagner les clients, pour signer le e-service ou des choses comme ça. Et c'est des choses auxquelles on réfléchit pour les prochains mois. Il y a juste un aspect qui n'a pas été évoqué en tant que tel, mais qui est peut-être intéressant par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est le côté réglementaire. Est-ce que c'est quelque chose qui sous-tend un petit peu votre action? Ça doit être un micro qui perd sa pile. Mais est-ce que là, on peut dire un tout petit mot là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi une évolution du réglementaire qui implique de former régulièrement ou de reformer? Enfin, c'est quoi Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup toute la chaîne de valeur de l'assurance. Alors, oui, on lance sur 2019 un programme de formation continue, parce que c'est un des 5 axes majeurs de la directive qui dit quoi? Qui dit que c'est une obligation, à minima, de former son personnel, enfin de continuer, de maintenir le savoir-faire sur les salariés travaillant sur ces activités d'assurance, à minima 15 heures de formation continue par an. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que derrière, on a aussi d'autres développements au niveau de la formation qui permettent vraiment d'accroître le savoir-faire des conseillers. Mais pour revenir à la réglementation, nous, on est vraiment dans une démarche anticipative. Et ça permet aussi d'échanger avec Groupama sur ces évolutions. Je pense notamment la loi Pacte, qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale,
et je lisais dans l'arc de la science où 74% des Français aujourd'hui sont favorables à l'évolution de la législation sur le transfert de contrats d'assurance vie. Donc ça, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, et peut-être que ça ne sortira pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut qu'on puisse être, nous, dans une démarche très anticipative, à la fois sur au niveau juridique et législatif, nous soyons irréprochables parce qu'on porte la responsabilité, mais également qu'on puisse derrière mettre en place une série un investissement sur les formations pour que nos conseillers aient le niveau requis face à ces évolutions de la législation. On s'approche de la conclusion. Stéphane, les next steps ou non, pardon. Je voulais juste ajouter un point sur l'aspect réglementaire. Donc il y a l'aspect un petit peu moins sympa, DDA, etc., PRIPS. Ce qui est important pour nous en tout cas aussi, c'est que on considère désormais la plateforme téléphonique, l'échange qui n'est pas de proximité entre guillemets, comme un canal à part entière, et donc qui se rapproche au maximum de la manière de laquelle sont vendus aussi les produits par le réseau physique. Donc qui dit conseil en réseau, qui dit conseil en présentiel, devra dire un peu la même chose, et le client devra s'y retrouver aussi. Avec la marque, avec la spécificité Groupama, devra s'y retrouver dans cette manière de vendre et cette manière de présenter, d'amener, de comprendre ses besoins. Voilà, donc tout ça rentre dans le spectre des réflexions sur l'aspect réglementaire. C'est beau être un prestataire externe pour nous, ce sera une part essentielle de la cohérence de l'échange avec le client sous l'angle réglementaire, devoir de conseil. Donc ça c'est extrêmement important. Que je voulais apporter comme précision. Et pour rebondir sur effectivement ce que disait Sébastien sur la complémentarité de ces canaux et le rapprochement de ces canaux sur ces aspects réglementaires, c'est que pour aller plus loin, même l'ensemble des outils digitaux qu'on développe, les outils d'aide à la vente, ce sont des outils digitaux qui sont pensés sur l'ensemble de ces canaux pour finalement avoir une approche qui soit omnicanale, que ça soit en self-care, que ça soit effectivement avec le commercial physique en face à face, ou que ça soit finalement dans une interaction à distance. Donc on est vraiment dans cette approche-là. Alors Stéphane, les prochaines, peut-être maintenant une vision qualitative, quantitative. Ça fait combien d'années maintenant de collaboration, et puis vers quoi vous allez ? Ça fait aujourd'hui 3-4 ans qu'on est vraiment avec Téléperformance. On est vraiment monté en forte croissance dernièrement, avec quand même une visibilité sur plein de campagnes, etc. Donc on donne quand même une certaine visibilité à notre fournisseur. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt satisfait de la prestation. Ça se passe plutôt bien. On est dans la continuité. Moi, je rebondis sur ce que disait Dominique, et c'est ce que quand on se voit, on échange régulièrement ensemble. L'objectif, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait demain, comment on évolue. Est-ce que vous avez des solutions digitales à nous proposer? Est-ce qu'on peut aller sur du prédictif? L'objectif, c'est toujours d'essayer de trouver d'autres solutions que vous pouvez aussi nous apporter, vous, en tant que fournisseur et partenaire, sur lequel nous, on pourrait aussi s'appuyer. Donc ça, c'est un point. Nous, on va travailler toujours de manière continue, une amélioration continue de votre suivi. Enfin, voilà, là-dessus, c'est normal. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos sociétaires, finalement, sont complètement différents. On a des jeunes génération Y, on a des seniors, on a des générations pivots qui sont finalement entre les deux. Et finalement, chacun appréhende le digital de manière complètement différente. Et donc, finalement, nous, aujourd'hui, dans cette phase de transition, on est obligé de s'adapter et de répondre sur, comme tu disais, Nicolas, vraiment, on doit s'adapter pour répondre à tous et pas en rater ou en laisser sur le côté. Après, moi, j'accompagne bien entendu tout le métier dès qu'il y a des besoins nouveaux. Voilà. Après, on teste des sujets avec Téléperformance où j'évoque des sujets qui peuvent sortir de la vente, mais même de la gestion de sinistres, pourquoi pas, etc. Et donc, je le tiens informé régulièrement d'endroits où il manque d'expertise pour voir si lui il serait prêt à investir dedans et pourquoi pas développer quelque chose derrière. Aujourd'hui, voilà, on se teste, mais ce que je m'assure avant tout, et c'est ce qu'il me reproche aussi un petit peu des performances, c'est qu'aujourd'hui, je veux qu'il fasse très très bien ce qu'il fait, puisque c'est pour ça que je fais appel à lui. Et ça, pour moi, c'est essentiel avant de développer un panel de services autres. Arnaud, vous avez noté qu'il est plutôt satisfait.
Donc c'est quelqu'un de prudent qui est aux achats. Oui, c'est les achats. Moi, je voudrais juste ajouter, en complément de ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'effectivement, avec Stéphane, on se voit assez régulièrement pour discuter du futur. Et la découverte de certains métiers, on l'a déjà vécu. On parlait à l'instant du recouvrement, mais on peut aussi également parler de l'assurance emprunteur, puisque c'était pour nous un métier nouveau, de par sa technicité. Et au sein même de cette activité, on a mis en place une plateforme back-office. Alors certes, sur cette plateforme back-office, vous n'avez pas le besoin d'un savoir-faire fort sur l'assurance, mais vous avez besoin de collaborateurs qui soient excessivement rigoureux, parce que là, on traite on s'assure de la complétude des dossiers que l'on reçoit, avec le questionnaire de santé, etc. Donc on est vraiment en discussion très forte sur c'est quoi les prochaines étapes, et si nous, on peut répondre vite sur cet investissement de savoir-faire, on le fait. Merci. On a le temps matériel de prendre une ou deux questions ou réactions avant de passer au plateau suivant. Donc si vous avez envie de partager avec nous aussi une expérience de cette complémentarité full web, téléphonique, réseau physique, manifestez-vous, parce qu'on peut compléter une réaction. Soyez pas timide. Mettons la lumière dans la salle, faisons la lumière sur ce sujet. Voilà. S'il n'y a pas de questions et que de votre côté, si vous souhaitez apporter un complément et conclure, à ce moment-là, on va arriver à la fin de notre conférence. Pas de complément particulier? Oui. À part dire, effectivement, c'est un peu le contre-pied, c'est ce que vous disiez en préambule, c'est que effectivement, on est aujourd'hui dans une thématique IT, digital, et que effectivement, ce qu'on souhaitait simplement, c'est témoigner, mais je pense que beaucoup d'autres acteurs ont fait ce même constat, c'est que finalement, il faut travailler toujours client-centrique et raisonner finalement sur l'ensemble des services pour servir au mieux ce client-là. Donc l'humain, les compagnies d'assurance sont composées de beaucoup d'humains. On a besoin de partenaires effectivement spécialisés sur ces métiers-là que nous n'avons pas en interne, qui nous permet effectivement de lancer des tests, de variabiliser nos coûts. C'est essentiel pour nous. Et on sera, comme le disait le représentant des achats, toujours plutôt satisfait. C'est bien, il faut rester prudent. Merci.